Et un grand bonjour à Adrien Gindre en ce début de semaine. Bonjour Adrien, votre invité aujourd'hui ? Député de Seine-Saint-Denis, il est également vice-président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, opposant à Emmanuel Macron et à la réforme des retraites, bien sûr. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Adrien. Merci beaucoup d'être là ce matin. Allocution donc solennelle du président de la République tout à l'heure, à 20h, édition spéciale bien sûr sur LC autour de Routel Krief et Julien Arnaud. À quelles conditions vous considérez que cette allocution a été utile? À quelles conditions vous pourrez en dire quelque chose de positif? Ce sera délicat, mais moi je reste de toute manière, comme la grande majorité des Français, attaché à la satisfaction d'un mot d'ordre, le retrait. Le retrait de ce recul de l'âge de la retraite, qui est une régression sociale que la grande majorité de nos concitoyens ne veulent pas. Mais vous savez qu'il ne l'annoncera pas ce soir. Je sais pas, vous savez, c'est la politique. La politique est une matière vivante par définition, à moins qu'on ait affaire à un forcené qui ne veut rien entendre. J'ai peur que ce soit le cas, mais je suis peut-être un éternel optimiste. Donc c'est ça qui est important. Mais avouez, et moi comme militant engagé, et vous comme journaliste, que c'est parfois délicat de savoir ce que va dire le président de la République, parce qu'il nous a habitués, on l'avait traité de Jupiter, rappelez-vous, mais parfois c'est plutôt le personnage mythologique de Janus, vous savez, le personnage à deux faces. On ne sait pas très bien. Des fois il nous dit, il est élu, maintenant il faut l'apaisement, nous a-t-il dit, c'était la feuille de route qui s'était donné, le consensus, et il est d'une brutalité extrême. Il est élu président de la République en disant: ce vote m'oblige, je sais que vous avez voté pour moi pour faire barrage à l'extrême droite et non pour mes idées. Et là, il ne cesse d'argumenter, mais vous m'avez élu pour ça tout de même. Donc j'ai peur ce soir, et en vérité même c'est ce que je pense, qu'il va être encore dans un exercice que je vais qualifier, c'est pas une attaque personnelle, quoique d'arrogance politique. On va tourner la page, passons à autre chose, l'affaire est réglée. Il fallait le faire. C'était assez piquant quand l'un d'enfant il a dit: ça ne me fait pas plaisir de le faire, mais il faut que je le fasse. Un peu comme, vous savez, ces systèmes autoritaires où je vais faire le bonheur des peuples contre leur volonté, qu'importe s'ils sont tous contre, moi je sais, etc. Ça marche pas. On est en République. Et un gouvernement, Alexis Corbière, un président, ça doit forcément suivre le peuple, jamais aller contre. Quand François Mitterrand, par exemple, décide d'abolir la peine de mort, le peuple n'y est pas favorable à ce moment-là. Il décide d'aller contre le peuple. Mais à ce moment-là, il élit, le peuple, une majorité à l'Assemblée nationale qui est défavorable à la peine de mort. Là, actuellement, il n'y a pas une majorité à l'Assemblée nationale, à tel point même qu'ils ont utilisé le 49.3. Revenons à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on est dans une leçon de choses chimiquement pure d'un homme très isolé, qui affronte son pays, d'accord? C'est pas sur une question comme la peine de mort sur les marges. C'est fondamental. 93% des actifs sont contre. 70% de la population est contre la réforme des retraites. Et je vais vous dire une chose. Finalement, il y a quelque chose de vertueux de tout ça. C'est que, avec mes amis, je plaide depuis des années dans l'idée que la Ve République est à bout de souffle, que c'est un régime autoritaire qui fonctionne en tenant à distance le peuple, et il faut passer en Sixième République. Souvent, on nous répondait, tout ça est un peu planant, pas concret. Là, on a vu, concrètement dans ce mouvement, quelque chose, la dégénérescence, voire même la pourriture de la Ve République. Alors par exemple, si le chef de l'État ce soir, dans son allocution, dit « je vais réformer les institutions », vous le soutiendrez, vous voterez ce qu'il proposera? Avouez que demander à quelqu'un, sans savoir de quoi il s'agit de voter, qu'il va voter, ce serait quand même dangereux. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis républicain et amoureux de l'histoire de France. Renouons avec les méthodes françaises, j'ai envie de dire, de changement de constitution. Celle de l'Assemblée constituante. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire que s'il faut changer d'institution, une personne doit le faire, ou du moins une entité, le peuple, et non pas un comité de sachants. D'accord? Donc, dans l'histoire, il y a eu plusieurs manières de changer de constitution. Moi, je serais favorable, c'était le programme de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, à ce que nous convoquions, faisons une élection pour élire des députés constituants afin qu'ils se mettent au travail et que le peuple s'exprime sur quel type de constitution il veut. Qu'est-ce que moi je proposerais dans le cadre de ce débat? Le fait que notamment la fin de l'ultra-présidentialisme que nous connaissons actuellement et que l'on passe à un système où le peuple puisse contrôler, avoir des possibilités d'intervention afin que, par exemple, pour traiter et trancher le grand sujet auquel nous sommes confrontés, celui des retraites, il faudrait un référendum. Pourquoi le président de la République n'en prend pas l'initiative? Il faudrait pouvoir éventuellement révoquer les élus. Là, actuellement, on voit bien qu'il y a un désaccord entre le président et le peuple, mais le peuple, il est adulte une fois tous les 5 ans, et après, c'est un mineur politique. C'est pas normal. Moi, je pense que nous sommes aujourd'hui des acteurs civiques qui devons garder nos droits de citoyens d'intervention, même entre deux élections, et on le voit. Mais je veux terminer sur le fait qu'à l'heure actuelle, on voit
que cette 5e République, et je fais cette fois-ci, je mets ma casquette de prof d'histoire, elle est née en 1958 dans un moment de tension, de quasi-guerre civile, sous la menace d'un coup d'État militaire. Oui, Adrien Gindre, d'un coup d'État militaire. Des secteurs de l'armée étaient prêts à intervenir si le général de Gaulle ne revenait pas. Ça s'appelait l'opération Résurrection. Un régiment de parachutistes a pris le contrôle de la Corse et était prêt à sauter sur Paris. Ce que je vous raconte, c'est l'histoire de France. Et dans le cas de ce coup de force, le général de Gaulle est revenu, à tel point que Pierre Mendès France, François Mitterrand et beaucoup de gens considéraient que désormais, c'est les amis du général de Gaulle, c'est un discours de François Mitterrand, était désormais le coup de force. Donc tout ça... Et quel rapport avec la situation d'aujourd'hui Le rapport est que les habits constitutionnels de la Ve République ont des aspects autoritaires et qui sont renforcés en 1962 par la réforme de l'élection directe du président de la République. 49-3, pouvoir écraser éventuellement le Parlement. Tout ça sont des éléments et le fait qu'il y a un pouvoir Mais présidentiel... vous pouvez pas dire, Alexis Corbière, il faut donner la parole au peuple, et quand le peuple élit de manière universelle directe, c'est autoritaire. Il n'y a pas de cohérence. Mais parce que ce qu'il élit de manière directe, c'est un personnage seul qui détient beaucoup de pouvoir. C'est ce qu'on appelle le bonapartisme. Vous êtes le député seul de votre circonscription et vous détenez le pouvoir de voter la loi. Non, monsieur, non, monsieur. Élu Moi, a un monsieur, pouvoir. je ne suis que 1 sur 577. Si vous voyez pas la différence entre... Enfin, je sais que vous la voyez, vous me faites la parler et vous avez bien raison. Mais une assemblée de 577 personnes qui prend des décisions, un pouvoir plus parlementaire, tel que la 4e République l'a été, tel que la 3e République l'a été. Ça n'est pas ce régime présidentiel qui étonne toute l'Europe, où un homme a des pouvoirs à tel point qu'il peut tout seul dissoudre l'Assemblée nationale, imposer des textes qu'elle ne veut pas, avoir une possibilité d'action contre le peuple et ses représentants. Ça devrait être inquiétant. Et là, je vais vous dire, moi hier encore, j'étais sur mes marchés Bagnolet, Montreuil. Ce que je trouve formidable, c'est que des gens que je vais qualifier de modestes dans le sens le plus noble du mot, me parle 49.3, me parle 47.1, me parle institution. Et les gens se disent, moi je trouve ça génial parce que j'aime quand le peuple se politise, me disent, ah vous avez vu, ça suffit ce système, il faut changer, etc. Ça discute. Le pays est prêt pour passer à la 6e République parce qu'on a vu que le problème, que l'antisocial est né dans l'antidémocratique. Donc, il faut changer les institutions. Passons-y. La 5e République est morte, en vérité. Si on est réaliste, soyons-le. Parce que je dis est très réaliste. Hein. Je ne dis pas que ça l'est pas. Mais revenons à l'allocution du président ce soir. Non, mais c'est au cœur. Il faudrait qu'il dise... Je finis ma question. Pardon. La probabilité, justement, qu'il annonce une constituante et une 6e République est à peu près de 0%. Ouais. Je pense qu'on peut s'accorder sur ça, vous et moi. Et je le regrette. Bon, alors on va dire dans le champ du réalisme et du possible, qu'est-ce qui vous paraît souhaitable ? À minima, en termes d'urgence, parce que vous dites les institutions, très bien, sauf que les institutions, c'est pour préparer la France de demain, d'après-demain, il y a des urgences aujourd'hui. Le président de la République, quand il était sur TF1 et France 2 le 22 mars, dit plein emploi, ordre républicain, école, santé, écologie. Est-ce que ça, c'est pas des sujets sur lesquels, dans l'intérêt du pays, il faut avancer ensemble ? C'est pour ça que je vous ai dit, c'est le personnage Macron-Janus. Il peut faire ses têtes de chapitre. Avec mes amis, parfois, nous disons, il y a un côté orwellien. Vous savez, le roman de 1984 de George Orwell qui décrit une société dans laquelle le gouvernement dit pour préparer la paix, faisons la guerre. C'est souvent ça avec Macron. Parlons emploi et en vérité... Mais ça vaut pas le coup de le prendre au mot et de se dire, dans l'intérêt du pays et des Français, on avance ensemble. Et peut-être va-t-il ce soir dire... J'ai changé, je change de méthode ou je veux l'apaisement. Peut-être aussi pourriez-vous, vous de votre côté, dire on va avoir une opposition différente, on va être constructif, on va voter dans l'intérêt des Français. Ne le prenez pas mal. Ce que vous dites est très abstrait. Nous passons notre temps... La vie des Français, c'est assez concret. Non, mais ce que vous dites est très abstrait. Nous passons notre temps à faire des propositions à l'Assemblée nationale qui ne sont pas entendues. Je suis encore récemment porteur d'une petite proposition de loi qui était pour l'augmentation du SMIC. Ils ne sont pas favorables. Nous passons notre temps à proposer des choses pour défendre l'hôpital public, pour défendre l'école publique. Je suis élu de Seine-Saint-Denis. Je suis en train d'interpeller le ministre Papendiaï pour qu'il nous reçoive parce que la rentrée prochaine, il va y avoir des fermetures de postes, toute une série de choses qui mobilisent dans ma ville de Montreuil des parents d'élèves et des élèves parce que on va faire baisser le nombre de profs dans des établissements et donc faire augmenter le nombre d'élèves. Nous faisons des propositions, d'accord ? C'est le gouvernement qui n'en a... qui s'en fiche. Alexis Corbière, pour poser la question différemment. Mais entendez une chose, j'insiste là-dessus, que pour moi, ce ne serait pas un à côté que le président de la République dise « je comprends qu'il y a un problème démocratique ». Nous sommes rentrés dans une crise démocratique. On n'est plus seulement dans la crise sociale. Là aussi, quand la crise sociale rencontre la crise démocratique, on rentre dans ce qu'on appelle une crise nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est là. Et donc, un homme... Le président de la République devrait comprendre ça. S'il vient faire diversion, parce que c'est ça qu'il va faire ce soir. Je vais vous dire ce soir, il va dire... Diversion, ça veut dire quoi ? Passer à d'autres sujets. Il va dire aux Français, parlons d'autres choses désormais. Je vous propose de construire une France meilleure, dans laquelle l'école va aller mieux, l'hôpital va aller mieux. Il va le faire, ça. Bon alors, les gogos, peut-être,
vont dire enfin il a compris. Ça ne marchera pas comme ça. Mais Alexis Corbière, malgré tout, il y a quand même, vous pouvez être opposé à la réforme des retraites, c'est votre droit le plus strict, c'est le droit des syndicats, c'est le droit des Français qui sont mobilisés. Oui. Le fait est qu'il y a, et vous l'avez rappelé, d'autres sujets, d'autres problèmes sur lesquels on a aussi intérêt collectivement à avancer pour que la vie des Français s'améliore. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire que chacun doit aussi faire un pas en direction de l'autre, qu'Emmanuel Macron doit mettre de l'eau dans son vin, que vous peut-être devez imaginer une opposition différente, constructive? Ça ne vous intéresse pas de vous dire on va pouvoir davantage, au nom du pays, apaiser, travailler davantage ensemble? C'est pas votre sujet. Si, c'est totalement mon sujet. Il faut apaiser. Mais le provocateur, c'est le Macron. Non mais lui seul. Évidemment. Il n'y a jamais eu de provocation de la France Insoumise à l'Assemblée, par exemple. Non, je ne dirige pas le pays, je ne brutalise pas les Français. C'est pas parce que nous avons montré un panneau marqué non à la réforme à 64 ans ou élevé la voix quand la première ministre a pris la parole, ce qui est une tradition parlementaire. J'aimerais quand même qu'on s'en souvienne qu'au Parlement, ça parle. Parce que j'aimerais qu'il n'y ait pas d'un seul coup des gens qui ne connaissent rien, qui viennent nous dire ça parle trop fort à l'Assemblée, lisez les débats. À la fin du 19e siècle à l'Assemblée, il se tapait dessus physiquement. Jean Jaurès avait été frappé par un député réactionnaire. Donc aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Non, je dis seulement que ce qui se passe au Parlement aujourd'hui est plus apaisé, plus calme que ce que nous l'avons jamais été. C'est même le président Jean-Louis Debré qui le rappelait récemment. Ancien président de l'Assemblée de droite. Oui, voilà, et qui disait franchement, à l'Assemblée, je trouve son expression, il n'en est pas là pour boire le thé, disait-il. Bon, donc celui qui a provoqué, c'est le président de la République, d'accord? Donc je ne voudrais pas d'un seul coup qu'on vienne me dire il faudrait un autre type d'opposition. Si le président de la République propose des textes positifs pour les Français, nous les voterons, nous les soutiendrons. Maintenant, je le répète, Monsieur Jean, je vais prendre un exemple. Je vous dérobe votre montre et votre voiture. Et puis je vous dis, on va discuter tous les deux. Mais le premier point de la discussion, on ne discutera pas de votre montre et votre voiture, elle est à moi. Vous diriez, je ne viens pas à votre discussion. Avouez que me dire, je vous prends 2 ans de votre vie. Vous savez ce que c'est 2 ans de votre vie? Je le prends, l'argument là, à mon ami Adrien Clouet, qui est également député. C'est 19 ans de congés payés qui viennent d'être volés aux Français. 19 ans de congés payés par ces 2 ans de plus. Est-ce que vous acceptez, est-ce que des salariés qui travaillent dur, on est dans un pays où il y a de la souffrance au travail, où il y a des accidents du travail, est-ce qu'on accepte qu'on vous vole 19 ans de congés payés comme ça et que vous me demandiez comme opposant de « Ah non, monsieur Corbière, passons à autre chose ». Eh bien non, nous ne passerons pas à autre chose parce que c'est la vie des Français. Vous me demandez d'être concret, c'est du concret. Le reste, c'est du baratin. Et monsieur le président de la République, si vous m'écoutez, si ce soir vous faites une allocution qui est uniquement du baratin, de l'enfumage, une espèce de numéro de charme dont vous êtes le champion du monde, ça ne marchera pas. Monsieur le président de la République, vous êtes un homme intelligent. Comprenez que vous faites mal au pays, que vous allez fracturer la nation elle-même. C'est important ça. Donc il doit être quelqu'un qui, d'un seul coup, prend la mesure de l'état de cassure du pays. S'il ne le fait pas, il sera comptable des conséquences. L'entourage du président de la République, ou en tout cas de l'exécutif, était cité hier par nos confrères du Parisien sur l'état d'esprit du chef de l'État. Il a envie d'en découdre. Lui-même, vendredi à Notre-Dame, le président a dit « Ne rien lâcher, c'est ma devise ». Vous, votre état d'esprit, votre devise, c'est quoi aujourd'hui ? Non mais là, c'est terrifiant. Quelqu'un qui dit ça, ce dont on parle, il a un côté, c'est quasi puéril. Mais moi, je pense que, comment dirais-je, il est victime de quelque chose. Un homme qui est élu président de la République à 38 ans, dans un moment de crise, sans aucun parti, développe sans aucun doute un sentiment de supériorité qui est dangereux. Voilà, c'est ça qui est le problème. C'est qu'il pense que les partis politiques, les opposants, c'est du baratin. La France insoumise, des bavards, violents, j'en ai rien à fiche. L'extrême droite, de toute manière, plus elle est forte, plus ça me permet de me faire réélire sans avoir de majorité. Les syndicats, une bande de feignants, finalement, qu'il s'agit de secouer un peu, et c'est pas grave s'ils sont pas d'accord, etc. Et ma devise, dit-il devant les caméras, c'était un peu comme qu'ils viennent me chercher, c'est « je continue ». C'est une bravade. Pour Bonaparte au pont d'Arcole, mais en vérité, tout ça tient plus de Néron, jouant de la musique après avoir mis le feu à Rome. C'est absurde. C'est absurde et c'est dangereux politiquement. Mais on joue pas, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est que ces phrases bravaches absolument ridicules? Ce dont on parle, c'est d'un pays entier dans lequel il y a de la précarité, du chômage de masse, des services publics abîmés par ces politiques. Et là, je viens de le dire, il inflige 2 ans de plus. Il vole 19 ans de congés payés, les amis. Et ça, il s'en fiche, c'est pas son sujet. Vous serez quand même devant votre télévision à 20h ce soir pour le regarder? Ça donne pas envie. Vous serez en train de taper sur des casseroles devant les mairies? J'ai bien envie d'aller taper sur des casseroles et j'invite tous mes amis à le faire. C'est à l'initiative de l'association Attaque. Un peu comme on applaudissait les soignants à l'époque du Covid. On peut s'amuser ce soir, c'est une manière populaire, assez latino-américaine d'ailleurs, de faire du bruit. Parce que il mérite ça. Il mérite que, de toute façon, il a abîmé la fonction présidentielle. Il ne récoltera que ce qu'il a sommé. Avouez qu'aussi, si on fait le bilan, il a abîmé la fonction présidentielle. Il a
brutalisé le Parlement, il a très affaibli le Conseil constitutionnel. Hein, j'invite à lire la tribune du constitutionnaliste Dominique Rousseau. Pourquoi affaibli ? Parce que je pense qu'il a mis le Conseil constitutionnel dans une situation où on avait l'impression que ce qui sortait, c'était de savoir si la loi faisait sens ou pas, alors qu'en vérité, c'était pas ça le sujet. Il lui a donné une importance politique, les situations. Ce ne sont pas vos critiques à vous qui affaiblissent le Conseil constitutionnel quand on met en cause sa composition, quand on pointe le fait qu'il y a d'anciens politiques, d'anciens ministres d'Emmanuel Macron, et qu'on met en doute leur indépendance ? Quelle responsabilité on a quand même. On devrait arrêter de s'opposer, finalement. On s'oppose trop. C'est inquiétant un pays, pas vous, mais souvent j'entends, où on reproche à l'opposition d'exister. Oui, mais le Conseil constitutionnel... Je crois qu'on peut questionner certaines de vos déclarations sans remettre en cause votre existence. Quoi ? Non, mais j'ironise. Mais le Conseil constitutionnel, je viens de lire le constitutionnaliste Dominique Rousseau qui dit quand même, il y a plein de choses. Quand même, le Conseil constitutionnel a reconnu que le gouvernement a donné des arguments erronés. Mais pour autant, il n'a pas censuré la loi. Normalement, il doit y avoir sincérité et clarté du débat. Le Conseil constitutionnel dit, bon, il y avait des arguments erronés, mais c'est pas de mesure à changer le débat. C'est incroyable. Donc le Conseil constitutionnel a reconnu que le gouvernement a menti, mais il n'invalide pas. Donc, il ne dit pas que le gouvernement a menti. Si, erroné, d'accord. C'est comme Alexis Corbière, quand le Conseil constitutionnel juge d'une élection, parfois il invalide l'élection, parfois il la valide. Il y a toujours une zone grise qui ensuite la pièce tombe d'un côté ou de l'autre. Voilà, elle est tombée du côté du gouvernement. Enfin, je vais le dire ici, il n'y a pas de problème. Un Conseil constitutionnel qui prend une décision aussi importante, qui est composé d'anciens membres du gouvernement d'Emmanuel Macron, de gens qui sont des premiers ministres, ça n'est pas une instance au-dessus du débat. Vous voudriez quoi, 100% de juristes ? Qu'est-ce qu'il Pourquoi pas ? On peut en discuter. Vous savez, dans le cadre de cette assemblée constituante dont je parle, le peuple discutera de toutes ces affaires. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'il y ait une instance qui valide en dernière analyse si un texte est constitutionnel ou pas. Mais avouez que si on veut qu'il joue le rôle d'arbitre, c'est quand même difficile. L'arbitre qui serait un ancien joueur d'une équipe. Si le PSG joue contre l'OM et que l'arbitre est un ancien joueur du PSG, je pense pas que les Marseillais acceptent toutes les décisions qu'il prend. C'est un peu pareil. Vous disiez concert de casserole à l'instant. Est-ce que vous appelez aussi à perturber les prochains déplacements du président de la République, puisqu'il doit retourner au contact des Françaises, déplacer certainement cette semaine dans plusieurs villes ? Mais je ne vois pas pour quelle raison le peuple ne continuerait pas à se faire entendre. Ces gens ont brutalisé le peuple et il est hors de question que docilement, s'il a envie de faire entendre cette protestation, il serait bon que le président de la République l'entende. Le pire, ce serait le village Potemkin. Vous connaissez cette histoire, c'était l'impératrice de Russie, quand elle se promenait, on lui montrait des enfants bien gras, ou joues bien rondes, et des usines qui fonctionnaient alors que c'était bidon. Vous savez, souvent, les déplacements du président de la République sont organisés de telle manière qu'il ne voit pas grand-chose. Voire même, on a appris dans certains déplacements, des militants de En Marche sont là pour applaudir « Vive le président ». Si honnêtement, le peuple se fait entendre à l'occasion de ces déplacements, non seulement ce sera un peu désagréable pour le président de la République, et je m'en amuserai, mais en plus, surtout, lui, peut-être, que quand il rentrera dans sa voiture, il se dira « Mais les gens sont mécontents ». Je pense qu'il y a un côté, chez cet homme, il est bon de le ramener sur terre un peu, et de lui dire « Ça n'est pas tolérable ». Parce qu'il est dans un rapport de déconnexion, d'arrogance. Je le dis. Et en plus, le pire, c'est que il est très brutal d'un côté, et puis à côté de ça, il est très doucereux des fois dans sa communication. J'ai vu, Alexis Corbière, que certains de vos camarades voulaient déposer à nouveau une motion de censure contre le gouvernement. Vous nous confirmez ça ? Oui, on est en train d'y travailler. Moi, j'y suis très favorable. Motion de censure avec nos collègues du groupe Lyot. Il y a un sujet qui concerne aussi nos collègues LR de droite, qui, pour certains, avaient accepté la version, parce qu'il y avait, je vais vite, vous savez, le sucré et le salé, il y avait des choses désagréables, et puis les collègues d'LR avaient eu le sentiment de gagner sur certains points qui ont été, pour l'essentiel, voire même pour la totalité, invalidés par le Conseil. Une partie, index senior, c'est voilà. Donc je pense que ce texte, il y aurait matière à ce qu'il soit rejeté. Elle sera déposée quand, cette motion de censure ? Je veux pas vous... On est en train d'y travailler et j'espère que, pourquoi pas dans les jours qui viennent et pourquoi pas même aujourd'hui si on pouvait avancer. Mais donc vous êtes prêt à travailler avec LR pour voter ensemble contre le gouvernement ? Je suis prêt à censurer le gouvernement avec tous ceux qui souhaitent le censurer sans aucun doute. Et je fais aussi la parenthèse au passage que j'ai entendu, peut-être vous ne l'avez pas dit parce que vous êtes assez précis vous, dans vos arguments, mais certains ont dit, ça a choqué tout le monde, qu'il a promulgué au milieu de la nuit, certains ont dit mais il devait le faire. Je rappelle que l'article 10... Alors surtout que le journal officiel paraît toujours au milieu de la nuit. D'accord. Mais si vous êtes au pouvoir demain, ce sera la même chose, sauf si vous changez. D'accord. Certains ont dit qu'il devait le faire de promulguer. Je rappelle que l'article 10 de la Constitution ne lui fait pas obligation de promulguer, mais il peut faire un vote à l'Assemblée nationale. Il aurait pu demander une nouvelle délibération au Parlement. Oui, d'accord. Oui. Il aurait pu, et ça ne pouvait lui être refusé. Il ne l'a pas fait. Par manque de panache, de courage. La réalité, Alexis Corbière, c'est qu'il a promulgué vendredi soir et que la parution au journal officiel se fait samedi. J'entends, mais je vous parle d'autre chose. Je vous parle violon, vous me répondez boîte à clous. Je vous dis qu'il n'était pas obligé. Vous me dites précision, je vous donne la précision. La précision, c'est que le président de la République a promulgué vendredi soir. Oui, il a eu tort. Il n'a pas obligé constitutionnellement de le faire. Il avait 15 jours
pour éventuellement refaire un nouveau vote, ce qu'il n'a pas fait. Donc il a voulu le faire rapidement et en plus symboliquement. Vous savez, quand on est président de la République, tous les gestes sont symboliques. Il l'a fait à 20h en sachant que cela serait publié vers 4h du matin, ce qui donne une impression d'un homme, comment dirais-je, qui méprise le peuple, qui est arrogant. Ça, vous l'avez dit, Alexis C'est du Corbière. bras d'honneur politique. Non, mais c'est assez choquant. Oui. Donc, ce soir, si c'est la continuité de ça, ça passera mal. Dans les questions de continuité, il y a le sort de la Première ministre Elisabeth Borne. Sur ce plateau, hier soir, François Bayrou laissait entendre qu'elle serait reconduite à Matignon. Il dit Emmanuel Macron n'aime pas changer aussi souvent que les observateurs voudraient qu'il le fasse. Il doit annoncer le départ de la Première ministre, pour vous ? Bon, la Première ministre, elle est terminée. Comme Monsieur Dussopt, tous ces gens n'ont plus aucune autorité. Donc ils sont... Mais vous savez... je viens de croiser le fer contre la Ve République. On en est là, c'est un régime présidentiel. Personne ne pense que Madame Borne est un personnage très important aujourd'hui. Je suis désolé pour Madame Borne si vous m'écoutez. C'est le président de la République qui décide, qui tranche. Elle est, pardon, je vais être un peu trivial, carbonisée politiquement. Il la garde aujourd'hui parce qu'il pense que la séquence n'a pas totalement dégorgé, donc il la garde, mais elle sait que son avenir est compté. Et c'est dommage, enfin bon, c'est leur affaire, hein. Ces gens n'ont plus d'autorité. On est dans un moment, c'est pour ça que on est passé, vous m'avez laissé développer, mais la question de la crise institutionnelle, de la nécessité d'un nouveau régime politique qui crée du consentement à l'autorité est indispensable. Nous avons des personnages politiques qui n'ont plus d'autorité. Les gens ne les croient plus, voire même les détestent. C'est un problème. Donc il faut... Sinon, ça va se finir dans la brutalité, ce que je ne souhaite pas. Donc, Assemblée constituante, 6e République, que le peuple décide du type d'institution. Oui, mais c'est le moment de la 6e République. Nous en sommes là. Quelque part, ça peut être l'acte de naissance de la 6e République. Applaudissons, profitons-en, ça pourrait faire un beau printemps politique. Et il y aura des élections, et si vous les remportez, vous pourrez mettre tout ça en œuvre. Mais vous avez perdu, voyez, Alexis vous nous Corbière. invitez les Français à voter pour nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, très bonne journée.